Les géants de l'âge du bronze, Égypte, Hatti, Babylone et la toile du commerce. Imagine un monde où trois puissances tenaient les fils du destin. L'Égypte avec ses pyramides intemporelles et ses pharaons dorés. Le Hatti, terre des féroces guerriers hittites. Et Babylone, cité aux murs imposants et aux marchés bourdonnants. Chacune était vaste, intimidante, ancienne comme des géants partageant une scène fragile. Mais voici la surprise. Même les géants trébuchent quand le sol commence à trembler. À la fin de l'âge du bronze, l'Égypte n'était pas seulement le pays des momies et des tombeaux. C'était un empire étendu le long du Nil, régnant sur des terres jusqu'en Canaan et au-delà. Les pharaons comme Ramsès le Fécond ne se contentaient pas de monuments. Ils négociaient sans cesse, épousaient des princesses étrangères et commerçaient en or. L'Égypte avait ce mélange étrange de richesse et d'image. Elle voulait que tous la voient comme éternelle, inébranlable. Et pendant des siècles, elle a presque réussi. Puis venait le Hatti, l'empire hittite. Sa capitale, Hattusa, était une forteresse taillée sur le plateau anatolien. Imagine des murs immenses, des lions de pierre gardant les portes et une aristocratie guerrière vivant pour la bataille. Les Hittites avaient la force, mais aussi l'intelligence, maîtres des traités, des alliances, et même d'un des premiers accords de paix connus de l'histoire, avec l'Égypte après la fameuse bataille de Kadesh. Ce qui fascine, c'est à quel point ils s'appuyaient sur la diplomatie par lettres d'argile, la fameuse correspondance d'Amarna. Ce n'étaient pas que des guerriers, c'étaient aussi des négociateurs, essayant de garder leur place dans un monde d'alliances mouvantes. Et puis Babylone, scintillant sur les plaines mésopotamiennes. À cette époque, Babylone n'était plus l'énorme machine de Hammurabi, mais restait un phare culturel et spirituel. Les rois régnaient depuis des palais remplis de scribes et de prêtres, et leur réputation allait loin. Quand d'autres parlaient de Babylone, on sentait du respect, parfois de l'envie, parfois de la crainte. Ces ziggourats s'élevaient comme des escaliers vers le ciel, enracinant leur monde dans la foi et la tradition. Mais ce qui liait ces géants, ce n'était pas seulement la rivalité, c'était le commerce. Imagine, nous sommes en l'an 1200 avant la naissance du Christ, et le destin de royaumes entiers dépend non pas d'armées ou d'idoles, mais de deux morceaux de terre, le cuivre et l'étain. Sans eux, pas de bronze. Sans bronze, pas d'épée, pas de charrue, pas de trésor brillant. Le cuivre se trouvait assez facilement, mais l'étain, voilà le vrai trésor. L'étain était si rare qu'on aurait dit une fumée insaisissable. Il venait de lieux lointains montagnes d'Anatolie, peu, être jusqu'à l'Afghanistan, voire des rumeurs disant des îles britanniques. Pour l'obtenir, les marchands devaient tisser une toile invisible à travers déserts, mers et empires rivaux. Et cette toile n'était pas seulement du commerce. C'était de la politique, du pouvoir, de la survie. Imagine des envoyés hittites traversant Babylone, des scribes égyptiens comptant des cargaisons au quai du Nil, ou un navire mycénien grinçant sous le poids des lingots de cuivre. Chaque transaction était aussi une poignée de main, une alliance, une promesse subtile. Nous te fournirons, si tu nous gardes en vie. Les ennemis sur le champ de bataille étaient partenaires au marché. L'Égypte avait besoin du cuivre du Hatti, et le Hatti avait besoin du blé égyptien dans les années maigres. Babylone prospérait comme un carrefour entre l'Est et l'Ouest. Même Ougarit, souviens-toi, cette cité côtière dont nous parlerons plus en détail servait d'intermédiaire bourdonnant, ses ports remplis de bienvenus de tous les coins du monde de l'âge du bronze. Une épave retrouvée près du Loubourin transportait une cargaison si variée qu'on dirait un catalogue flottant, cuivre chypriote, lapis-lazuli afghane, verre cananéen, ivoire africain. Ce seul navire nous en dit plus sur leur interdépendance que n'importe quelle tablette. Mais voilà le danger. Quand ta survie dépend de fils aussi fragiles, une seule rupture peut défaire toute la toile. Si une sécheresse frappait l'Anatolie et ralentissait le cuivre, ou si des bandits bloquaient les caravanes, les royaumes pouvaient s'écrouler. Ce n'est pas un hasard que l'effondrement se soit propagé comme un incendie. Sans étain, les ateliers de bronze se taisaient. Sans armes en bronze, les armées faiblissaient. Sans outils, les champs restaient incultes. Et sans commerce,
Ces alliances précieuses s'effondraient en méfiance et en silence. L'ironie, cette même dépendance au commerce qui rendait l'âge du bronze éclatant, était aussi ce qui le rendait fragile. Un peu comme aujourd'hui, non? Un canal bloqué, une pénurie de puces électroniques. Et soudain, le monde entier tremble. La fin de l'âge du bronze n'était pas si différente. On imagine facilement l'Égypte, le Hatti et Babylone comme éternels et invincibles. Mais en réalité, ils étaient pris dans la même toile que les petits royaumes comme Ougari ou Chypre. Quand la toile a craqué, peu importait que tu sois géant ou minuscule. La chute a été brutale pour tous, mais pendant un instant de l'histoire, ces géants ont tenu debout, leurs ombres s'étendant sur le monde ancien comme des titans attendant leur destin. Le dernier barreau d'honneur de l'Égypte, la bataille du Delta. Imagine le delta du Nil au XIIe siècle avant la naissance du Christ, des roseaux qui ondulent dans l'air tiède, l'eau qui scintille au soleil, et, à l'horizon, des voiles comme des dents déchiquetées qui mordent le ciel. Pour les Égyptiens massés sur les berges, ce n'était pas une flotte de marchands venus apporter cuivre et étain, mais un essaim d'envahisseurs fonçant vers le cœur même du royaume. C'étaient les peuples de la mer, une coalition mystérieuse de groupes déracinés qui avaient déjà ravagé l'Anatolie, Chypre et le Levant. La tempête qui avait brisé les grandes puissances de l'âge du bronze et dont les voiles pointaient maintenant vers l'Égypte, le dernier grand bastion encore debout. À la cour du pharaon Ramsès III, la tension devait être étouffante. Il n'ignorait pas ce qui s'était passé ailleurs. L'Empire hittite, ancien rival qui avait tenu tête à l'Égypte à Kadesh, avait tout bonnement disparu de la carte, ne laissant guère que des ruines et du silence. Ougari, port prospère, avait envoyé des lettres d'argile affolées pour demander de l'aide alors que des navires ennemis approchaient. L'aide n'est jamais venue, la ville a fini en cendres. Les palais de la Grèce mycénienne aussi ont brûlé, leurs archives en linéaire B figées à jamais par le feu. Les routes commerciales qui transportaient le cuivre de Chypre, l'étain de lointain Afghanistan et les objets de luxe à travers la Méditerranée s'étaient effondrés presque du jour au lendemain. Le monde interconnecté de la fin de l'âge du bronze, système de diplomatie et d'échanges vieux de siècles, s'était défait en quelques décennies. L'Égypte se tenait seule, dernier géant debout. Si elle tombait, c'est l'âge du bronze lui-même qui se clôturait. Ce qui rendait les peuples de la mer si terrifiants, c'est qu'ils n'étaient pas une armée classique, pas des mercenaires sous la bannière d'un seul roi, ni un peuple homogène en expansion. C'étaient des vagues de communautés arrachées à leurs terres guerriers, femmes, enfants, anciens poussés par la faim, la sécheresse et l'exil. Leurs chariots transportaient des foyers entiers. Leurs flottes embarquaient des familles à la recherche de nouvelles terres. Ça les rendait imprévisibles, presque impossibles à dissuader. On ne pouvait pas les acheter, ni les arrêter avec des traités. Ils ne cherchaient pas des alliances, ni un tribut, ils voulaient s'installer, trouver des champs fertiles et de la sécurité. Pour l'Égypte, c'était plus effrayant qu'une conquête, une marée humaine sans rien à perdre. Ramsès a compris la menace et a vu que la survie même du royaume dépendait de sa réponse. Il s'est préparé avec soin, en faisant de la géographie d'Égypte une arme. Le delta du Nil, avec son labyrinthe de bras, ses eaux peu profondes et ses bancs de sable cachés, pouvait devenir une forteresse naturelle si on l'utilisait bien. Ramsès a fortifié les embouchures, placé des flottes là où la Méditerranée rencontre le Nil et aligné des archers sur les berges. Contrairement aux grandes plaines où les chars décidaient de la victoire, ici c'est l'environnement qui ferait la différence. Les bateaux égyptiens, conçus pour le fleuve, étaient légers et maniables, parfaits pour filer dans des passages étroits. Les navires plus lourds et moins agiles des peuples de la mer se retrouveraient piégés et exposés dans ce labyrinthe d'eau. À Médine Abou, le temple funéraire de Ramsès, ses scribes et artisans ont gravé ces événements avec force détail. Les reliefs montrent des archers égyptiens tirant depuis des positions fortifiées, tandis que les navires s'entrechoquent dans les eaux du delta. On voit des bateaux étrangers accrochés les uns aux autres, ponts bondés d'hommes aux coiffes de plumes, tandis que les navires égyptiens approchent pour éperonner et frapper. Des guerriers passent par-dessus bord, certains se noient, d'autres sont touchés alors qu'ils luttent dans l'eau. Des flèches enflammées zèbrent la scène. Ramsès lui-même, représenté plus grand que nature, terrasse les envahisseurs sous le regard des dieux.
Ces images étaient à la fois de la propagande et de l'histoire, rassurer le peuple en montrant que le roi l'avait sauvé, tout en fixant le souvenir de cette défense désespérée. Le choc a dû être assourdissant. Les rames frappant l'eau, les vagues cognant les coques, les cris des guerriers et les Égyptiens qui déchaînent des averses de flèches depuis les rives. Les navires ennemis, chargés de communautés entières, sont devenus des cibles flottantes. Les bateaux égyptiens ont piqué, frappant sous des angles imprévus, tandis que les chenaux étroits empêchaient les envahisseurs de former une vraie ligne de bataille. Le feu a pris sur les ponts, et le corps, Accor, a explosé quand des grappins ont lié les navires. Dans ce chaos, le Nil est devenu un allié. Il a transformé le nombre des envahisseurs en handicap. Ce qui avait commencé comme une grande offensive s'est mué en carnage dans les eaux du delta. Quand la fumée s'est dissipée, l'Égypte tenait encore, là où aucune autre superpuissance n'avait réussi. Ramsès III a proclamé la victoire, et pour une fois, les inscriptions n'exagéraient pas. Les peuples de la mer ont été repoussés et interdits d'accès au Nil. Les frontières, les temples et les terres agricoles d'Égypte sont restés intacts. Mais derrière le triomphe se cachait une réalité plus froide. L'Égypte n'avait conquis aucun nouveau territoire, n'avait pas agrandi son empire, elle avait simplement survécu. Ses possessions en Canaan et en Syrie étaient perdues, son influence au dehors rétrécie. Le pharaon pouvait se vanter d'un triomphe divin, mais l'Égypte qui en sortait était plus petite, plus pauvre, plus repliée sur elle-même, parce que la vérité plus profonde était sombre. Tout le système qui avait soutenu l'Égypte et ses voisins s'effondrait. Le commerce international, le sang vital de l'âge du bronze, était coupé. Sans route sûre, plus de garantie pour le bois du Liban, le cuivre de Chypre, ni l'étain pour le bronze. Les importations de blé diminuaient, alors même que le climat rendait les récoltes locales moins fiables. Même les ressources internes se tendaient sous la pression de la guerre et de la famine. Les peuples de la mer n'étaient pas seulement des ennemis, ils étaient un symptôme de la crise générale, une vague humaine née de l'effondrement du monde autour d'eux. L'Égypte pouvait les repousser au delta, mais pas inverser les forces qui les avaient mises en marche. La bataille du delta a donc été l'un des derniers grands éclats de la grandeur de l'âge du bronze. Une défense désespérée, pas une conquête triomphale, qui a montré tout ce qui avait déjà été perdu. L'Égypte a tenu là où d'autres sont tombés, mais elle en est sortie changée. Ce n'était plus le géant inébranlable dominant le Proche-Orient. C'était une puissance diminuée qui tenait sa place à l'intérieur de ses frontières plutôt que d'imposer sa force au loin. Les reliefs de Médine Abou, autrefois symbole de victoire, se lisent presque comme des monuments à la survie dans un âge d'effondrement. Au fond, la bataille ne parlait pas seulement de navires et de flèches. Elle parlait de s'accrocher à la civilisation alors que le monde glissait vers le chaos. Les peuples de la mer avaient déjà renversé des rois, brûlé des villes, fait taire des empires. Ramsès III a tracé une ligne au delta et, pour une dernière fois, l'Égypte a tenu bon. Mais cette survie avait un goût amer. L'Égypte n'est pas tombée, mais elle n'a plus jamais dominé la région comme avant. Le Nil coulait toujours, les temples tenaient encore, mais l'époque des grands empires et des vastes réseaux d'échanges était finie. L'âge du bronze se refermait et même si l'Égypte a survécu, c'était dans un monde à jamais transformé. Réseau d'échanges brisés, la panne de l'approvisionnement en bronze. Imagine un monde où tous tes outils, tes armes, même le pouvoir du roi dépend d'un seul alliage, le bronze. Le bronze, c'était le moteur de la fin de l'âge du bronze. Sans lui, pas d'armée efficace, pas d'arrière solide pour les champs, pas d'artisanat de haut niveau. Mais le bronze dépendait d'une chose encore plus fragile, le commerce. Il fallait du cuivre et de l'étain qui ne venaient presque jamais du même endroit. Donc de longues routes, des mers dangereuses et un réseau de confiance très fin. Quand ce réseau casse, le monde casse avec. Le cuivre abondait dans des lieux comme Chypre, tandis que l'étain était plus rare, passant par des routes qui pouvaient venir d'Asie centrale ou d'Anatolie. Imagine des navires chargés de lingots de cuivre en peau de bœuf, empilés dans les cales, traversant la Méditerranée. Imagine des caravanes tirant l'étain à travers les montagnes, protégées contre voleurs et tempêtes,
Chaque palais, chaque atelier, chaque armée dépendait de ces livraisons. Sans elles, pas de bronze, tout simplement. Les lettres d'Amarna montrent des rois qui se chamaillent pour des cargaisons de cuivre, s'accusant de retard ou de tromperie. Ça peut sembler mesquin, mais ces plaintes révèlent la fragilité du système. Si un maillon cède, une tempête coule un navire, des pillards bloquent une caravane, un souverain décide d'accaparer au lieu de partager, l'onde de choc se propage partout. Imagine attendre des mois ton envoi d'étain pour apprendre qu'il n'arrivera jamais. Pas d'armes en bronze pour tes soldats, pas de socs de charrue en bronze pour tes champs. Un manque comme ça transforme la confiance en panique. L'archéologie nous laisse des preuves poignantes de ces ratés. Le célèbre naufrage du Luburin, au large de la Turquie actuelle, transportait une cargaison incroyable, 10 tonnes de cuivre, 1 tonne d'étain, plus du verre, de l'ivoire et des objets de luxe. C'était comme une photo flottante de l'économie de l'âge du bronze. Et le navire a coulé. Si un seul bateau portait autant de richesses, combien d'autres ont été perdus dans des tempêtes, à cause de pirates ou à la guerre? Chaque perte grignotait la ligne de vie des empires. Quand les catastrophes naturelles ont frappé séismes, sécheresses, et quand les mystérieux peuples de la mer ont commencé à ravager les côtes, les routes commerciales sont devenues plus dangereuses. Des ports ont brûlé. Des marchands ont disparu. Les fils fragiles qui reliaient l'Égypte, Hatti, Mycènes et les autres ont commencé à se rompre. Sans arrivage régulier, la production de bronze a ralenti, puis calé. Des souverains autrefois fiers de leurs richesses se sont retrouvés avec des trésors vides, des armées mal équipées. Les gens ont perdu confiance en des dirigeants incapables de fournir le métal même qui symbolisait la force. Et voilà le tournant. Quand le bronze s'est raréfié, le fer a commencé à monter. Au début, le fer était capricieux, cassant, plus curiosité que solution. Mais la détresse pousse à l'invention. Les forgerons ont appris à le purifier, le marteler, le tremper, jusqu'à fabriquer des armes en fer plus solides et moins chères que le bronze. L'effondrement du commerce n'a pas seulement clos un âge, il a forcé la naissance d'un autre. Alors quand on dit que l'âge du bronze s'est effondré, ce n'est pas juste des palais en flammes ou des villes abandonnées. C'est l'échec d'une économie entière bâtie sur un commerce fragile. Une fois l'approvisionnement en bronze brisé, le monde qui en dépendait s'est brisé aussi. Et dans ces ruines, le fer a quiettement pris sa place discrètement, puis définitivement remodelant l'histoire pour de bon. Réfugiés et pillards, le coût humain de l'effondrement, imagine des villages en flammes au loin, des familles courant vers la mer avec ce qu'elles peuvent porter, des bateaux surchargés de visages désespérés quittant le rivage vers des eaux incertaines. Voilà le côté humain de l'effondrement de l'âge du bronze. Derrière les grands récits de palais détruits et d'empires brisés se cachent d'innombrables vies ordinaires, forcées de choisir en un instant, rester et risquer la mort ou fuir vers l'inconnu. L'effondrement n'était pas seulement une histoire de rois perdant leur trône, c'était une histoire de faim, de peur et de survie. La sécheresse desséchait les récoltes, les séismes détruisaient les maisons, et les envahisseurs arrivaient là où l'ordre avait disparu. Les fameux peuples de la mer, dont le nom garde encore son mystère, furent à la fois des destructeurs et, d'une certaine façon, des survivants. Certains étaient peu, être eux-mêmes des réfugiés, chassés de terre, devenus stériles, devenus pillards faute d'autre choix. D'autres arrivaient en conquérant, profitant du chaos. La frontière entre réfugiés et pillards devenait floue, car les migrations désespérées portaient toujours en elles à la fois l'espoir et la violence. Les lettres désespérées d'Ougarit, dont on a parlé plus tôt, montrent une partie de ce tableau. Elles décrivent non seulement des navires ennemis, mais aussi la terreur des civils pris au milieu de la guerre. Imagine les marchands d'Ougarit, autrefois riches et en sécurité, soudainement contraints de fuir leur maison en flammes, devenant des errants sur des terres étrangères. Et Ougarit n'était pas seul. De la Grèce à l'Anatolie jusqu'au Canaan, des communautés entières furent arrachées à leur sol. Certains finirent esclaves en Égypte, d'autres exilés errants, et beaucoup disparurent sans laisser de traces. L'Égypte nous donne une image particulièrement frappante de ce flot humain. À la bataille du Delta, le pharaon Ramsès III déclara avoir vaincu des flottes ennemies. Ces inscriptions montrent des scènes de chaos.
Des bateaux pleins de familles, des hommes combattants, tandis que femmes et enfants se blottissaient à bord. Ce n'étaient pas seulement des guerriers, c'étaient des peuples en mouvement, portant avec eux toute leur vie. L'Égypte les appela ennemis, mais les voir uniquement ainsi n'est qu'une partie de la vérité. Ils étaient aussi des réfugiés, le signe visible d'un monde en train de s'effondrer. Et que se passe-t-il quand des milliers de déplacés arrivent dans de nouvelles terres? Les tensions montent. Les populations locales voyaient débarquer des étrangers parfois affamés, parfois armés, parfois prêts à se battre pour survivre. Le pillage devenait un mode de vie pour beaucoup, non pas seulement par cruauté, mais parce que c'était la seule façon de manger. À ce moment fragile, les sociétés devaient choisir, intégrer les nouveaux venus, les repousser ou tomber devant eux. Certains, comme les Phéniciens et les Araméens, réussirent à tirer parti de cette tempête et à rebâtir leur avenir, devenant des survivants de cette époque. D'autres disparurent, ne laissant que des échos dans les mythes ou des inscriptions qui les décrivaient comme des envahisseurs. Le prix humain fut immense. Vie déracinée, familles éclatées, cultures dispersées. Quand on parle de l'effondrement de l'âge du bronze, il est facile de se concentrer sur les rois, les batailles et les empires. Mais la véritable histoire est ici dans la peur d'une mère serrant son enfant contre elle alors que son village brûle, dans les pas fatigués des réfugiés sur une plage étrangère, et dans ce choix cruel, mourir de faim en silence, ou piller pour survivre. Voilà l'effondrement tel que les gens l'ont vécu, brut et inoubliable. L'essor des petits survivants. Phéniciens et Araméens. Imagine les grands empires de l'âge du bronze réduits en ruines. Des palais brûlés, des routes commerciales brisées, des trônes vides. À leur place, des villages épars s'accrochent à la survie. Pourtant, de ces décombres, deux petits peuples, les Phéniciens sur la côte et les Araméens dans les hauteurs, commencent à s'élever. Ce n'étaient pas des empires immenses comme l'Égypte ou le Hatti, mais des survivants souples et résistants d'une manière que les géants ne pouvaient pas l'être. Les Phéniciens vivaient là où la mer embrassait les montagnes, sur de minces bandes de terre qui semblaient trop fragiles pour compter. Mais quand les autres se sont effondrés, eux se sont tournés vers les vagues. Leurs ports, autrefois pleins de marchands étrangers, sont devenus les points de départ de leurs propres aventures. Imagine des navires élancés prenant la mer sous les étoiles, transportant des tissus teints de pourpre, du bois de cèdre et du verre. Ils ont navigué non seulement dans tout l'est de la Méditerranée, mais aussi plus loin. Chypre, Carthage peut être même l'Espagne. Tandis que les anciens empires s'accrochaient à une gloire déclinante, les Phéniciens ont bâti quelque chose de neuf, des réseaux de colonies et de comptoirs, une toile non pas de conquête, mais de commerce. Les Araméens, eux, étaient des gens de la terre. Ils se sont installés dans les vides laissés par les royaumes disparus, en Syrie et en Mésopotamie. Ils n'ont pas construit de grands palais de pierre comme les Mycéniens ou les Égyptiens. À la place, ils ont fondé de petits royaumes, Aram-Damas, Hamath et d'autres qui vivaient de souplesse. Ils se mêlaient au paysage où ils entraient, adoptant langues, coutumes commerciales et même dieux de leurs voisins. Et pourtant leur influence s'est répandue doucement, portée par la langue des marchands. L'araméen est devenu si courant que, des siècles plus tard, ce serait la langue des empires, et même celle des prophètes dans la Bible hébraïque. Ce qui a rendu Phéniciens et Araméens remarquables, c'est le moment. Ils se sont élevés dans le vide laissé par l'effondrement. Plus d'armées hittites pour les écraser, plus de rois mycéniens pour exiger un tribut, ils avaient enfin de l'air. L'ancien ordre international du cuivre et de l'étain s'était écroulé, mais de nouvelles occasions apparaissaient. Les Phéniciens ont sculpté leur identité sur la mer, tandis que les Araméens tissaient leur présence sur terre. Il faut se rappeler que la survie revient souvent non pas au plus fort, mais au plus adaptable. L'Égypte a survécu au peuple de la mer lors de la bataille du Delta, mais en ressort affaibli, replié sur son fleuve. Les Hittites se sont éteints dans le silence, leur ville réduite en cendres, et pourtant les Phéniciens avec leurs petits ports, et les Araméens avec leurs cités dispersées, ont trouvé des moyens de prospérer dans un monde changé à jamais. Leur histoire se rattache aussi à un autre bouleversement, la disparition des systèmes d'écriture après l'effondrement. Mais les Phéniciens allaient changer cela, en créant un alphabet simple, portable et destiné à marquer l'histoire. De la Grèce à Rome, son écho façonne encore les mots que tu lis maintenant.
Les Araméens, eux aussi, en répandant leur langue, ont assuré que leur héritage survive bien après la chute de leur royaume. Alors quand on pense à l'effondrement de l'âge du bronze, il est tentant de ne voir que ce qui a été perdu. Mais dans ces fissures, des graines nouvelles ont germé. De petits survivants, prompts à s'adapter, ont discrètement préparé le terrain pour le chapitre suivant de l'histoire. Les indices muets de l'archéologie, tessons, ruines et couches de cendres, si l'âge du bronze ne nous a laissé aucune voix, comment en connaissons-nous l'histoire? Pas grâce à de grands discours ou à des chroniques, ils ont disparu avec les palais et les scribes. À la place, nous avons des murmures venus de la terre, un pot brisé, un mur renversé par un tremblement de terre, une traînée de cendres enfouies sous des siècles de sol. Ces indices muets sont le langage de l'archéologie, et ils parlent plus clairement que les rois qui écrivaient sur l'argile. Prends le modeste tesson. Ça ne paie pas de mine juste un morceau de céramique au bord cassé, mais dans les mains d'un archéologue, c'est une machine à remonter le temps. Les styles de poterie changent avec la mode et la technique. La forme d'une anse ou la courbe d'une ligne peinte peut révéler quand et où l'objet a été fabriqué. Sur des sites en Grèce et en Anatolie, des couches de débris brûlés sont jonchées de ces fragments. Elles marquent l'instant précis où la vie s'est arrêtée. Parfois, on trouve une jarre de stockage fendue en pleine utilisation, comme si son propriétaire avait fui et n'était jamais revenu. Ce sont les objets du quotidien qui racontent les histoires les plus humaines. Puis il y a les ruines. À Mycène aujourd'hui, tu vois encore d'énormes murs de pierre, mais si tu regardes de près, tu repères des zones noircies, des plafonds effondrés, des sections rebâties à la hâte. Ces cicatrices disent que la destruction est venue non pas une fois, mais à plusieurs reprises, comme si la terre testait sans cesse la résilience de ses habitants. À Ougarit, des pâtés de maisons entiers sont figés dans l'écroulement, avec des lettres et des contrats restés là, dans les cours, là où ils sont tombés. C'est comme entrer dans un instant de panique, conservé à jamais dans la poussière et les gravats. Et rien ne parle plus fort que les couches de cendres. Partout en Méditerranée orientale, les archéologues ont mis au jour des bandes de charbon et de terre brûlée, prises en sandwich entre des siècles de construction. Ce sont les empreintes du feu des palais incendiés, des villages brûlés, parfois par des envahisseurs, parfois par accident, parfois par révolte. À Pylos, cette destruction par le feu a cuit les tablettes en linéaire B, nous laissant les derniers contes d'un système palatial à l'agonie. Sans les flammes, ces archives se seraient simplement dissoutes dans l'argile et auraient été perdues. Ironie sombre, c'est la destruction qui nous permet encore d'entendre leur voix. Ce qui rend ces indices puissants, c'est la façon dont ils se répondent d'une région à l'autre. Un tesson à Chypre correspond à un autre au Levant, preuve d'échange. Une couche de cendre en Anatolie s'aligne avec une autre en Grèce, signe que des catastrophes frappaient à peu près au même moment. Morceau par morceau, les archéologues recousent un motif qu'aucun texte ne pourrait saisir seul. Ils nous montrent comment la toile d'or des échanges s'est rompue, comment les palais sont tombés, et comment des survivants ont bâti des villages plus petits et plus simples dans les ruines. Il y a quelque chose de troublant dans ce genre de preuves. Les rois écrivaient des lettres pleines de gloire, mais les tessons ne mentent pas. La cendre n'exagère pas. Un mur en ruine n'a aucune raison de flatter ses bâtisseurs. Ces traces nous rappellent que les civilisations, même les plus puissantes, peuvent finir dans le silence, ne laissant que des fragments, que des inconnus. Des millénaires plus tard, tenteront d'interpréter. Au bout du compte, l'histoire de l'effondrement de l'âge du bronze n'est pas écrite à l'encre. Elle est écrite dans les ruines, dans l'éparpillement des poteries brisées et dans les cicatrices noires des incendies anciens. C'est ce registre qui dure, longtemps après la disparition des scribes et de leurs mots. Pourquoi les civilisations s'effondrent? Le son de l'âge du bronze, imagine un vaste réseau étincelant de villes, de palais et de ports, chacun vibrant de commerce, de pouvoir et d'orgueil. Puis imagine que, en quelques générations, ce monde entier disparaisse. Pas par un seul cataclysme, pas du jour au lendemain, mais morceau par morceau. Des villes brûlées, des rois réduits au silence, et l'écriture elle-même oubliée. C'est le mystère de l'effondrement de l'âge du bronze, qui nous laisse une question obsédante. Pourquoi les civilisations tombent-elles? La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu un seul coupable.
plutôt une tempête de malheurs qui ont frappé ensemble. Pense d'abord au commerce. Le bronze, le sang vital de l'époque, dépendait de flux de cuivre et d'étain à travers mer et désert. Quand cette toile délicate s'est rompue, les armées ont vacillé, les économies se sont rétractées et les souverains ont perdu la main. Ajoute à cela le chaos des invasions, les mystérieux peuples de la mer s'abattant sur les côtes d'Égypte, des vagues de réfugiés en marche, des villes comme Ougarit envoyant des lettres désespérées pour demander de l'aide. Chaque coup affaiblissait un peu plus le tissu de la stabilité. La nature a aussi joué son rôle. Les indices pointent vers des années de sécheresse et de famine en Méditerranée orientale. Les récoltes ont échoué, des paysans affamés ont quitté leurs terres. La détresse a grandi. Dans le même temps, des tremblements de terre ont secoué l'Anatolie et la Grèce, renversant des palais qui tenaient depuis des siècles. Imagine vouloir reconstruire quand tes champs sont secs, tes navires partis, tes murs en ruine et ton peuple à bout. L'effondrement n'était pas seulement possible, il devenait inévitable. Et, à l'intérieur, les fissures existaient déjà. Impôts lourds, hiérarchie rigide, trône fragile, la loyauté s'aminait. Des soldats non payés, des paysans affamés, des courtisans qui tramaient dans l'ombre. Par endroits, ce n'était pas seulement des ennemis extérieurs qui faisaient tomber les palais, c'était la colère qui bouillonnait dedans. Les civilisations paraissent invincibles jusqu'au jour où leur propre peuple n'y croit plus. Ce récit frappe parce qu'il nous paraît familier. Les lettres à la manière d'Amarna, avec des rois qui se chamaillent pour l'or et le cuivre, rappellent à quel point ces empires dépendaient de la coopération. La chute d'Ougarit montre la vitesse à laquelle le désastre survient quand l'aide n'arrive pas. Et la survie de petits groupes comme les Phéniciens et les Araméens montre que l'effondrement n'efface pas tout, il transforme le monde en autre chose. Des décombres a émergé le fer, plus solide et plus abondant que le bronze. Les traditions orales, ces chants qui deviendront plus tard les épopées d'Homère, ont porté la mémoire à travers l'obscurité. Et même si l'Égypte a vacillé, même si le Hatti a disparu, même si les palais mycéniens ont brûlé, l'humanité a tenu, s'est adaptée et a recommencé. Alors pourquoi les civilisations s'effondrent-elles? Parce que ce sont des toiles, pas des murs. Elles tiennent par le commerce, le climat, le leadership, la confiance, autant d'éléments fragiles, étroitement liés. Quand trop de fils cassent en même temps, même les plus grands empires peuvent se défaire. L'effondrement de l'âge du bronze n'est pas qu'une histoire du passé, c'est un miroir. Il nous rappelle qu'aucune société, si grandiose soit-elle, n'est incassable. Et il nous demande, doucement mais avec insistance, si nous en tirons vraiment les leçons. Ainsi, l'âge du bronze, ère de rois puissants, de palais scintillants et d'empires immenses, s'est achevé dans le feu et le silence. De ces cendres est né un monde changé pour toujours. De plus petits royaumes, de nouvelles armes en fer, et les germes de culture qui façonneront l'époque classique. Mais l'écho de cet effondrement nous parle encore aujourd'hui, nous rappelant la fragilité même des plus grandes civilisations. L'histoire ne vit pas seulement dans des ruines poussiéreuses, elle nous avertit, elle nous instruit et elle nous pose la question « Cela pourrait-il se reproduire ?» Si tu as aimé ce voyage au cœur d'un des plus grands mystères de l'histoire, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de le partager avec d'autres passionnés. Et, comme toujours, reste curieux, le passé a encore bien des secrets à révéler. La toile d'or des civilisations de l'âge du bronze, imagine un monde sans avions, sans trains, même sans vraie route. Et pourtant des royaumes séparés par des milliers de kilomètres étaient liés comme des fils d'un immense filet. Imagine un navire quittant Chypre chargé de cuivre, accostant à Ougarit, échangeant sa cargaison contre du bois de Syrie, puis repartant avec de l'or égyptien vers la mer Égée. Ce n'était pas un commerce au hasard, c'était une toile d'or tendue à travers le monde de la fin de l'âge du bronze, reliant les empires d'une façon qui paraît presque moderne. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ce réseau était fragile mais éblouissant. L'Égypte, le Hatti, Babylone et Mycène n'étaient pas seulement puissants par eux-mêmes. Ils l'étaient parce qu'ils dépendaient les uns des autres. Chacun avait ce que l'autre n'avait pas. Alors ils comptaient les uns sur les autres, comme des voisins dans un troc élaboré.
L'étain des montagnes lointaines se mélangeait au cuivre pour fabriquer le bronze, le métal qui définissait l'époque. Sans étain, pas d'épée, pas de charrue, pas de char. Cette urgence pour les ressources obligeait rois et marchands à discuter, négocier, parfois supplier dans des lettres qui existent encore, comme ces fameuses tablettes d'argile dont nous parlerons plus tard avec la correspondance d'Amarna. Mais cette toile d'or, ce n'était pas seulement du commerce, c'était de la culture, des histoires, même des idoles voyageant sur les mêmes routes que le bois et le grain. Pensy, quand un vase mycénien est retrouvé dans une tombe égyptienne, ce n'est pas juste de la poterie, c'est un murmure d'une conversation entre civilisations. Chaque objet portait plus qu'une valeur matérielle. Il portait un sens, et au fil du temps, ces sens cousaient ensemble un monde tout entier. Bien sûr, aucune toile n'existe sans ces araignées. Dans l'ombre, palais et temples contrôlaient beaucoup du flux. Les bureaucrates comptaient chaque lingot et chaque jarre d'huile, les scribes notaient les dettes sur des tablettes, et les rois renforçaient leurs alliances avec des cadeaux de l'or pour des filles mariées, du lapis-lazuli pour des promesses militaires. C'était autant de la politique que de l'économie, et parfois un simple faux pas pouvait tendre tout le filet. Plus tard, quand les catastrophes se sont accumulées, sécheresse, tremblements de terre, invasion, la force de ce réseau est devenue sa faiblesse. Un seul maillon brisé, et toute la toile tremblait. Cette fragilité devient encore plus claire quand on regarde l'effondrement. Les peuples de la mer, les famines, les palais incendiés n'ont pas seulement frappé des royaumes isolés, ils ont déchiré les liens entre eux. Les navires ont cessé de naviguer, les lettres ont cessé d'arriver, le bronze a cessé d'être produit. La toile d'or s'est défaite fil par fil, jusqu'à ce que des civilisations entières disparaissent dans le silence. Et pourtant, à son époque, cette toile brillait. Imagine-toi debout dans le port d'Ougarit, des navires de Chypre, d'Égypte et de la mer Égée se bousculant pour trouver une place, leurs marins criant dans des langues différentes, leurs ponts chargés de biens venus de terres inconnues. On devait avoir l'impression que le monde était plus petit, plus connecté, plus vivant que jamais. Plus tard, quand nous parlerons des dernières lettres désespérées d'Ougarit, tu verras à quelle vitesse cette toile pleine de vie pouvait se dissoudre dans le désespoir. Mais pendant quelques siècles brillants, c'était un monde lié par des fils invisibles, des fils de commerce, de confiance et d'ambition. Palais, temples et lettres sur argile. La mécanique des empires de l'âge du bronze. Imagine que tu entres dans un palais à la fin de l'âge du bronze. Les murs sont peints de couleurs vives, les sols incrustés de pierres qui brillent, et l'air est chargé d'encens. Tu t'attendrais sans doute à voir des rois sur leur trône et des guerriers en armure. Mais le vrai pouvoir, ce n'était pas toujours le roi. C'étaient les gratte-papiers de l'époque scribes, prêtres, bureaucrates, ceux qui faisaient tourner la machine. C'est ça, un empire. De l'extérieur, ça en jette. À l'intérieur, c'est un immense réseau de gens qui essaient de garder l'ordre. Imagine des milliers de moutons comptés un par un, du grain mesuré jusqu'au dernier boisseau. Des lingots de cuivre suivis comme des lingots d'or. Rien ne bougeait sans une tablette d'argile pour l'enregistrer. Les palais n'étaient pas que des maisons royales. C'étaient de vrais classeurs géants remplis de registres d'impôts, de rations, d'expéditions. Le roi portait la couronne, mais les scribes, avec leurs calames, savaient exactement combien de nourriture restait pour l'armée ou combien d'ouvriers il fallait pour réparer un rempart. Et puis, il y avait les temples. Pour nous, un temple, c'est un lieu de culte. À l'âge du bronze, c'était aussi une banque, un entrepôt, un bureau d'embauche. Oui, un paysan apportait des offrandes aux idoles. Mais le temple servait aussi à stocker le grain, à le redistribuer, parfois à en prêter. Les prêtres n'étaient pas seulement des hommes sacrés, c'étaient des gestionnaires, garants de l'ordre du cosmos tout en veillant à ce que personne ne triche. Le divin et le pratique étaient tellement mêlés qu'on ne savait plus où finissait la religion et où commençait la paperasse. Maintenant, élargit le cadre. Ces moteurs bureaucratiques s'étendaient à travers les continents. Égypte, Hatti, Babylone, aucun de ces royaumes ne vivait isolé. Tous étaient branchés sur un réseau de commerce et de diplomatie qu'il fallait gérer aussi soigneusement que les temples et les palais. Et là, ça devient fascinant. Parfois, les scribes ne comptaient pas que du grain. Parfois, ils gravaient sur l'argile ce qui ressemble aux tout premiers emails internationaux. C'est exactement ce qu'on a trouvé à Amarna, en Égypte.
une vraie boîte de réception diplomatique conservée depuis environ 3000 ans. Au premier coup d'œil, les tablettes ressemblent à des mottes de boue séchée, mais ces petites empreintes cunéiformes sont des messages envoyés entre rois, reines et gouverneurs de la fin de l'âge du bronze. D'un coup, les scribes invisibles des palais redeviennent visibles, leurs mains portent littéralement la voix des souverains. Ce n'étaient pas des petits mots anodins, c'étaient des cordons de vie de la politique internationale. Les pharaons d'Égypte lisaient, dans leurs palais, des tablettes venues de Babylone, des lignes en acadien réclamant plus d'or, se plaignant de cadeaux inégaux ou négociant des mariages. Les dirigeants s'appelaient frères quand ils se voyaient d'égal à égal, père ou fils quand il y avait une hiérarchie. Les titres et les cadeaux comptaient et l'argile tenait les comptes. Ce qui frappe, c'est à quel point tout ça sonne familier. Demande de ressources, accusation de mensonges, négociation d'alliances, la politique n'a pas tant changé en 3000 ans. Une lettre se plaint même d'une cargaison de cuivre manquante, et sans cuivre ni étain, pas de bronze, donc pas d'armes, pas d'empire. Le même réseau d'échanges dont dépendaient les palais se discutait tablette après tablette. Encore plus parlant, les appels des gouverneurs locaux, des cris désespérés pour obtenir des troupes, des alertes d'ennemis aux portes. L'un d'eux supplie le pharaon d'envoyer des archers, sinon sa ville tombera. C'est troublant de voir à quel point ces lettres ressemblent aux derniers messages d'Ougarit, des siècles plus tard, quand l'âge du bronze s'effondre. Les palais et les temples étaient peu, être le cœur et l'âme des empires. Mais ces lettres d'argile étaient les veines qui faisaient circuler la diplomatie et la survie. Ensemble, elles montrent un monde qui paraissait puissant, mais restait fragile. Les bureaucrates comptaient, les prêtres gardaient l'ordre, et les scribes gravaient les suppliques des rois dans l'argile. Et dans ces archives des contes de grains aux appels de soldats, on entend la voix d'un âge en équilibre sur le bord du gouffre, l'âge des héros et l'ombre des peuples de la mer. Les légendes disent que c'était le temps d'Agamemnon, d'Achille et d'Hector, un monde où les rois portaient des armures de bronze et où les idoles semblaient chuchoter sur les champs de bataille. Mais derrière le mythe de la guerre de Troie, il y avait du réel. Mycènes et Troie étaient à leur apogée, deux puissances face à face de part et d'autre de léger, chacune prospère dans un monde à la fois épique et fragile. Mycènes n'était pas juste une ville, c'était le cœur battant d'une culture de guerriers. Ces rois régnaient depuis des palais aux murs de pierre si épais que plus tard, les Grecs jurèrent que des géants les avaient bâtis. À l'intérieur, des scribes notaient tout sur des tablettes d'argile, des jarres d'huile jusqu'aux esclaves, preuve que la puissance mycénienne, ce n'était pas que les muscles, c'était aussi la paperasse. Pourtant, l'image qui nous reste, c'est celle des guerriers, des chars lancés à toute allure, des épées de bronze qui brillent, des masques d'or enterrés avec les rois, une société qui vivait pour l'honneur, la gloire et la conquête. De l'autre côté de la mer, Troie contrôlait les trois passages où l'Égée rejoint la mer Noire, un carrefour de commerce et d'ambition. Contrôler Troie, c'était contrôler l'accès au blé du Nord et aux bienvenus d'au-delà. Pas étonnant que la ville soit devenue un prix pour lequel on se battait. L'archéologie montre des couches de Troie. Chaque ville construite sur les ruines de la précédente. Un endroit riche et résilient. Ses murailles, larges et imposantes, lui valurent une réputation d'invincibilité jusqu'à ce que le mythe raconte autre chose. Le choc entre Mycènes et Troie ne s'est peu être pas déroulé comme l'a chanté Homère, mais la rivalité avait des bases bien réelles. Les Mycéniens n'avaient rien contre le raid et l'expansion. Troie, planté sur leur route, devenait forcément un obstacle et une cible. Enlève la poésie des dieux qui prennent parti, et tu vois deux puissances montantes qui se heurtent pour le commerce, le territoire et le prestige. Et pourtant, pendant que ces villes devenaient légendaires, une tempête se levait au sens propre. Imagine une flotte de navires étranges à l'horizon, voiles gonflés, des guerriers armés d'armes inconnues des grands royaumes de l'âge du bronze. Personne ne savait vraiment qui ils étaient ni d'où ils venaient, mais leur arrivée fit peur jusqu'aux pharaons. Les Égyptiens les ont appelés les peuples de la mer, et leur apparition soudaine, presque fantomatique, reste l'un des grands mystères de l'Antiquité. Certains pensent qu'ils venaient de l'Égée, peu, être des guerriers mycéniens chassés par l'incendie de leur palais. D'autres parlent d'insulaires de Chypre ou de Crète, ou d'une coalition de réfugiés, de pillards et de mercenaires unis par la détresse. Cette incertitude fait partie de leur aura sombre. Ce qui les rend inoubliables, c'est leur impact.
Des villes prospères depuis des siècles ougarites, par exemple, envoyèrent des lettres désespérées à l'approche des peuples de la mer. Ces appels se sont tus net, des tablettes brisées sous la cendre en guise de témoignage. L'Égypte elle-même les affronta en bataille rangée. Ramsès III fit graver des scènes de victoires navires retournés, guerriers massacrés sur les rives du Nil mais même dans le triomphe. Ces reliefs trahissent une inquiétude. Si les peuples de la mer pouvaient presque faire tomber l'Égypte, le dernier grand géant, quelle chance restait-il aux plus petits royaumes? Leur arrivée coïncida avec tout le reste qui partait de travers. Sécheresse, famine, tremblements de terre, révoltes internes. Imagine être un paysan de Canaan, déjà fauché par de mauvaises récoltes, et voir soudain la fumée monter des villes voisines, pillées par ces marins mystérieux, ou être un scribe à Hatti, signer des traités une année, et peu après, voir l'Empire disparaître dans le silence. Les peuples de la mer n'ont pas causé l'effondrement à eux seuls, mais ils en furent le visage le plus effrayant. Ainsi, l'âge des héros masques d'or de Mycène et murailles de Troie a connu son crépuscule. Les palais ont brûlé, les systèmes d'écriture ont disparu, et les histoires d'Agamemnon et d'Hector ont glissé vers la légende. Les peuples de la mer, sombres et implacables, ont été la tempête qui a balayé le monde du bronze et ouvert la voie à autre chose. La mémoire de cet âge demeure pourtant. Quand on pense à l'âge du bronze, on voit souvent ces récits la beauté d'Hélène, la colère d'Achille, la chute de Troie, les voiles fantomatiques des peuples de la mer qui brûlent encore. Les héros se sont évanouis, mais leurs échos, mêlés de mythes et de mystères, brillent toujours comme le bronze au soleil. Quand la nature s'est retournée contre les empires, sécheresse, famine, tremblements de terre et feu, imagine des champs autrefois verts et dorés, soudainement fendus et secs sous un soleil sans pitié. Des rivières qui avaient nourri des générations se réduisant à de simples filets d'eau. Des paysans levant les yeux vers un ciel vide, attendant des pluies qui ne viendraient jamais. Voilà la dure réalité de la Méditerranée orientale à la fin de l'âge du bronze, quand le climat a commencé à changer d'une manière qui allait secouer des civilisations entières jusque dans leurs fondations. La sécheresse est un destructeur silencieux. Elle arrive doucement, presque invisible, puis serre son étau jusqu'à ce que la terre et les gens n'en puissent plus. En Canaan comme en Anatolie, les récoltes diminuaient année après année. Imagine la désillusion de remplir les greniers royaux et de voir chaque nouvelle récolte plus maigre que la précédente. Des lettres venues d'Ougarit et d'autres villes suppliaient qu'on envoie du grain, des convois qui pourraient garder leur peuple en vie un peu plus longtemps. Certaines de ces lettres, retrouvées gravées dans l'argile, sonnent comme des appels au secours lancés depuis un navire en train de couler. Et la famine n'arrive jamais seule. Elle entraîne le désordre. Les affamés se révoltent. Les paysans quittent leurs terres. Les soldats marchent, non pas pour conquérir, mais pour survivre. C'est alors que les tensions sociales explosent. Les pauvres regardaient vers les palais et les temples pour de l'aide. Et quand rien ne venait, la loyauté s'effritait. Même le puissant empire hittite, avec ses armées et ses richesses, n'a pas résisté à des greniers vides. Aucun trône ne tient quand les ventres crient famine. Le plus fascinant, c'est à quel point la crise était étendue. Les cernes des arbres et les sédiments partout dans la région racontent la même histoire. De longues sécheresses implacables. De la mer Égée au Levant, la terre elle-même répétait le même récit. L'Égypte, pourtant bénie d'ordinaire par le Nil, connut des années où la crue fut maigre. Sans ces eaux, la famine a frappé même le pays des pharaons. Chaque récolte ratée fragilisait un peu plus la toile complexe du commerce de cuivre, d'étain et de nourriture. Quand une région mourait de faim, les autres suivaient bientôt, privés de vivres et de ressources. C'était comme une rangée de dominos, tombant les uns après les autres autour de la Méditerranée. Mais la faim n'était pas le seul fléau. Imagine le sol qui tremble sous tes pieds, les murs qui gémissent, un palais qui semblait éternel se fendant comme un pot d'argile. À la fin de l'âge du bronze, quand tout dépendait des grands bâtiments de pierre et des greniers centralisés, un tremblement de terre n'était pas juste une catastrophe passagère. Il pouvait faire tomber un royaume entier. Les secousses le long des failles de la mer Égée et de l'Anatolie furent terribles. Les palais mycéniens comme Tirynthe Midéa portent encore les cicatrices de murs effondrés, tandis que des villes entières furent rasées.
Ceux qui survécurent se retrouvèrent non seulement avec des ruines, mais sans archives, sans réserve de grains, sans l'organisation qui faisait tourner la vie. Et quand la terre n'avait pas achevé le travail, le feu s'en chargeait. Imagine des réserves pleines de jarres d'huile, des toits de bois s'écroulant dans le chaos, les flammes dévorant tout en quelques minutes, transformant greniers et archives en cendres. À Knossos et à Pylos, d'immenses collections de tablettes d'argile furent cuites par la chaleur. Paradoxalement, cela les a conservées, figées pour nous comme une photo du dernier état des rations et des ordres. Mais pour ceux qui vécurent ce moment, le feu n'était pas un cadeau. Il détruisait maisons, temples et tout un système de pouvoir. Ces désastres ne sont pas venus seuls. Une sécheresse, un tremblement de terre, un incendie, un royaume pouvaient s'en relever. Mais ensemble, sécheresse, famine, séisme et flammes, ils sont arrivés par vagues, fragilisant des empires déjà vulnérables. Un roi qui reconstruisait son palais après un tremblement de terre devait détourner nourriture et main-d'œuvre, laissant moins de ressources pour ses armées ou le commerce. Une ville brûlée pouvait ne jamais renaître si les réfugiés s'éparpillaient et que les vivres manquaient. Chaque coup affaiblissait la grande toile d'échange et de diplomatie jusqu'à ce que tout commence à se défaire. À Ougarit, les archéologues ont trouvé des lettres écrites juste avant la destruction finale de la ville, décrivant à la fois des tremblements de terre et des attaques ennemies. Les mots sont désespérés, demandant de l'aide qui n'est jamais venue. Puis le silence. La ville fut frappée par le désastre, par le feu, puis par l'oubli. Le même scénario se répéta ailleurs dans la région. Les générations suivantes expliquèrent ces malheurs comme la colère des dieux punissant des rois qui avaient perdu leur faveur. Mais derrière les mythes, il y avait de vraies failles dans le sol, de vrais cieux sans pluie, de vraies flammes consumant tout. La nature n'a pas détruit seule l'âge du bronze, mais elle lui a porté certains des coups les plus durs. La sécheresse et la famine ont asséché les récoltes et la confiance. Les séismes et les incendies ont abattu des palais en un instant. Ensemble, ils ont rappelé aux plus grands rois de leur temps que même des empires pouvaient plier face à la force de la terre. Trône fragile et chute d'Ougarit. Imagine une salle de palais brillante, des coupes d'or sur les tables, des musiciens jouant doucement, des courtisans en beaux habits de lin. Maintenant, imagine dehors, des paysans courbés sous le soleil, des soldats qui râlent parce qu'ils ne sont pas payés, des serviteurs qui chuchotent sur les pénuries de nourriture. La fin de l'âge du bronze n'était pas seulement faite de rois et de conquêtes, elle était aussi faite des fissures invisibles qui rongeaient les sociétés. Et ces fissures, d'abord discrètes, s'élargirent au point d'engloutir des civilisations entières. Des empires comme l'Égypte, le Hatti ou Mycène semblaient invincibles en surface. Leurs rois se faisaient appeler grands rois, entourés de prêtres et de conseillers, leur pouvoir soutenu par des armées et des tribus. Mais un pouvoir qui brille trop fort cache souvent ses ombres. Derrière les cérémonies et les monuments, des peuples croulaient sous les impôts et les corvées. Les temples et les palais étaient bâtis avec la sueur que les familles ne pouvaient presque plus donner. Les paysans devaient céder leurs grains alors que leurs propres enfants avaient faim et des ouvriers étaient forcés à de longues périodes de travail obligatoire, laissant leurs champs en friche. Quand la sécheresse frappait ou que le commerce ralentissait, l'équilibre fragile basculait encore plus. Pendant que les rois festoyaient, des communautés entières mouraient de faim. La richesse qui rendait ces royaumes splendides les rendait aussi fragiles, car elle reposait sur l'exploitation de la majorité au profit du luxe de quelques-uns. Les fouilles le confirment. Des squelettes marqués par la malnutrition, des réserves de grains qui montrent des pénuries lors des périodes de stress climatique. Les fractures de la société se lisaient dans les textes, mais aussi dans les os de ceux qui avaient survécu. Et quand les gens ont faim, la loyauté se délite. Certaines lettres d'Amarna laissent deviner des troubles. Des gouverneurs avertissant les pharaons qu'une révolte menaçait si l'aide n'arrivait pas. Ce n'étaient pas des menaces en l'air. Dans tout le Canaan, des révoltes éclataient, et les chefs locaux suppliaient l'Égypte d'envoyer des troupes ou du grain pour tenir leur peuple tranquille. Dans la mer Égée, les palais mycéniens montraient les mêmes signes de désordre. Des réserves vidées à la hâte, des palais incendiés, des archives laissées en plan. Les tablettes en linéaire B, qui servaient à suivre tout bétail, rations,
offrande s'arrête brusquement, comme un carnet de comptes abandonné au milieu d'une phrase. Ces flammes venaient-elles d'envahisseurs étrangers ou de leurs propres sujets excédés? Un roi pouvait se dire choisi des dieux, mais si ses soldats n'étaient pas payés et ses paysans ne pouvaient plus labourer, l'illusion du pouvoir tombait vite. Même le bronze, vital pour les armes, les outils et les objets précieux, dépendait d'étain venus d'aussi loin que l'Afghanistan ou l'Anatolie et de cuivre chypriote. Quand les routes commerciales s'effondrèrent, les ateliers de bronze se turent. Les artisans qui forgeaient des armes ou des coupes se retrouvèrent sans travail, et avec eux, tout le prestige du palais s'écroula. À cela s'ajoutaient les querelles internes. À Hatti, les luttes de succession étaient si violentes que des frères et des fils complotaient contre le roi. Des lettres hittites parlent de trahison, de coups d'État, d'intrigues qui minaient l'empire de l'intérieur. L'autorité royale pouvait être sapée autant par des généraux ambitieux que par des ennemis extérieurs. Et puis, il y eut Ugarit. Imagine un port animé, des marchands discutant sur le cuivre et l'étain, des scribes pressant des tablettes, des navires déchargeant vin, huile, textiles et bois. Ugarit était une perle de la côte syrienne, au carrefour de l'Égypte, du Hatti et de la Mésopotamie. Ces rois correspondaient avec les pharaons et les rois hittites, envoyaient des cadeaux, signaient des traités et prospéraient grâce au commerce. Mais cette prospérité les rendait vulnérables. Quand la famine se répandit et que les empires faiblirent, le filet de sécurité d'Ugarit disparut. C'est alors qu'arrivèrent les peuples de la mer. Des groupes venus on ne sait d'où, frappant les villes côtières, brûlant les champs, pillant les navires. Certains pensent qu'ils venaient de l'ouest méditerranéen, poussés par la faim. D'autres qu'ils formaient des confédérations de guerriers, cherchant de nouvelles terres. Quoi qu'il en soit, leur impact fut dévastateur. Le roi Hammurapi envoya des lettres désespérées. Dans l'une, il écrit au roi d'Alachia, Chypre, que les navires ennemis ravageaient ses côtes et que toutes ses troupes étaient parties avec les Hittites, le laissant sans défense. Dans une autre, il implore qu'on lui envoie du grain, car son peuple meurt de faim. Ces lettres existent toujours, gravées dans l'argile. Certaines ont été retrouvées inachevées, comme si le scribe avait fui en plein milieu. Les archives étaient abandonnées, les tablettes restées dans les fours, figées au moment exact de la destruction. Ugarit ne déclina pas lentement. Elle fut balayée d'un seul coup violent et jamais reconstruite. Ce qui rend son histoire si marquante, c'est qu'elle reflète toutes les fissures déjà présentes ailleurs. Soldats affamés, paysans à bout, rois affaiblis, envahisseurs aux portes. Sa chute ne fut pas seulement celle d'une ville, mais celle d'un nœud vital du monde méditerranéen. Sans Ugarit, le commerce du cuivre, de l'étain, du grain s'écroula, et avec lui les alliances et la diplomatie. L'âge du bronze tardif ressemblait à une première mondialisation. Les royaumes étaient reliés par des lettres, des échanges, des mariages. C'était une force, mais aussi une faiblesse. Quand un maillon cassait, tout le reste tremblait. La chute d'Ugarit n'était pas une tragédie isolée, mais une pièce de domino qui fit tomber tout l'édifice. La leçon est claire, les civilisations ne tombent pas toujours sous les coups des ennemis. Elles s'effondrent quand le poids intérieur devient trop lourd, quand les palais perdent la confiance du peuple, quand les appels au secours restent sans réponse. Les dernières tablettes d'Ugarit portent ces cris des mots gravés par des scribes qui n'ont sans doute jamais survécu pour les voir envoyés. Après plus de 3000 ans, ces lettres inachevées murmurent encore la panique et le désespoir. Un rappel glaçant que les empires meurent autant de l'intérieur que de l'extérieur. L'effondrement de l'empire hittite dans le silence. Imagine que tu passes les portes de Hattusa, la capitale hittite. De hauts murs de pierre serpentent sur les collines, percés de portes gardées par des lions et des sphinx taillés dans le roc. À l'intérieur, la ville bourdonne. Des scribes penchés sur des tablettes d'argile, des prêtres préparant des offrandes aux dieux de l'orage, des soldats à l'entraînement, des envoyés arrivant de terres lointaines. Pendant des siècles, c'était le cœur battant de l'un des plus grands empires de la fin de l'âge du bronze, rival de l'Égypte et de Babylone en puissance et en prestige. Et puis, presque comme si on avait appuyé sur un interrupteur, les voix se sont tues.
Plus de décrets, plus de lettres, plus de rues animées, juste le silence. La disparition soudaine de l'Empire hittite reste l'un des mystères les plus troublants de l'effondrement de l'âge du bronze. À son apogée, les Hittites dominaient un empire qui s'étendait du plateau anatolien jusqu'au nord de la Syrie. Leurs routes et leurs forteresses reliaient un immense territoire, des vallées fertiles aux montagnes rudes. Ils n'étaient pas seulement des guerriers contrairement à l'image qu'on garde parfois, mais aussi des hommes d'État habiles et de bons organisateurs. Des rois comme Suppiluliuma Ier et Muwatalli II ont mêlé conquêtes militaires et réseaux de traités de vassalité, tissant une mosaïque de loyauté à travers le Proche-Orient. Ces traités, soigneusement conservés sur des tablettes d'argile et parfois gravés dans la pierre, étaient faits pour durer des générations. Le plus célèbre est venu après la bataille de Kadesh vers 1274 avant la naissance du Christ, où les Hittites ont affronté l'Égypte de Ramsès II. Les deux camps se sont dit vainqueurs, mais la bataille s'est en fait terminée par un statu quo, et au lieu de s'enliser dans des décennies de guerre, les deux superpuissances ont signé un traité. Ce traité, considéré comme le tout premier accord de paix écrit et conservé, montre que les Hittites étaient aussi doués en diplomatie qu'en guerre. Pendant un temps, il a stabilisé la région et confirmé leur statut d'égaux parmi les grandes puissances de la fin de l'âge du bronze. Mais sous cette force, des fissures apparaissaient déjà. Au XIIe siècle avant la naissance du Christ, le système interconnecté qui faisait tenir l'Empire hittite se défaisait. Des études climatiques, analyses de pollen, cernes des arbres suggèrent une longue période de sécheresse qui a ravagé les récoltes en Anatolie. Les pénuries de grains ont frappé fort, surtout sur les hauteurs autour de Hattusa, où l'agriculture a toujours été délicate. Contrairement à l'Égypte, nourrie par les crues annuelles du Nil, les Hittites n'avaient pas d'approvisionnement garanti. La faim a nourri les troubles, et la famine a sapé la confiance dans des rois qui disaient être choisis par les dieux. Les gouverneurs et les vassaux, occupés à nourrir leurs propres gens, ont commencé à refuser l'impôt ou l'envoi de vivres à la capitale. Un empire fondé sur la loyauté de régions semi-autonomes se mettait à s'effilocher de l'intérieur. En même temps, les pressions extérieures ont monté. Les mystérieux peuples de la mer, des groupes de pillards et de migrants venus par mer, d'origine encore débattue, rôdaient en Méditerranée. Ils attaquaient les villes côtières, perturbaient les routes maritimes et coupaient des échanges vitaux. Pour les Hittites, c'était catastrophique. Leurs armées et élites dépendaient du cuivre de Chypre et de l'étain venus de terres lointaines pour fabriquer le bronze. Ils comptaient aussi sur des céréales importées, surtout d'Égypte et de Canaan, pour compléter leurs récoltes fragiles. Avec les liaisons maritimes rompues, la famine s'est aggravée et la machine militaire s'est affaiblie. Un royaume qui alignait autrefois des chars redoutables et inspirait le respect s'est soudain retrouvé incapable de maintenir les ressources qui sous-tendaient sa puissance. L'archéologie de Hattusa raconte une histoire glaçante. Contrairement à des villes comme Ugarit, détruites dans la violence, Hattusa semble avoir été abandonnée progressivement mais complètement. Les fouilles montrent des temples et des palais restés debout, mais des réserves vides, des outils laissés là, des archives couvertes de poussière. Pas de couche de feu, pas de charnier, pas de traces d'un dernier combat désespéré. C'est comme si la population s'était dispersée, abandonnant leur capitale monumentale au vent et au temps. Cet abandon silencieux intrigue les historiens depuis des décennies. La famine a-t-elle obligé les gens à partir vers des terres plus fertiles? Les vassaux ont-ils saisi l'occasion de s'émanciper, isolant la capitale? Ou des vagues répétées de pillards ont-elles rendu la défense impossible? Quelle qu'en soit la cause, l'effet a été le même. La grande capitale a sombré dans le silence. Pourtant, les Hittites n'ont pas disparu d'un seul coup. Des survivants des officiels, des familles, des réfugiés du cœur de l'Empire ont glissé vers le sud, en Syrie et en Cilicie. Là, de petits États successeurs ont émergé, ce qu'on appelle aujourd'hui les royaumes néo-hittites. Des cités comme Carchemish, Mélide et Koumou ont porté des fragments de l'ancienne tradition. Leurs souverains portaient des noms de style hittite, gravaient des inscriptions dans des langues apparentées et continuaient de vénérer le dieu de l'orage Taroun. Les reliefs montrent des rois dans le style hittite, aux côtés de lions et de divinités. Ces États ont gardé la mémoire vivante.
mais ils restaient locaux, fragiles et divisés, incapables de reconstituer l'échelle de l'Empire. En 1 ou 2 centaines d'années, la Syrie montante les a éclipsés puis absorbés un à un. Le contraste avec les autres grandes puissances frappe. Babylone, souvent conquise, a toujours rejailli, soutenue par les plaines fertiles de Mésopotamie et son rôle central dans les échanges. Mais les Hittites ont disparu si complètement que pendant près de 3000 ans, on a oublié jusqu'à leur existence. Leur langue, le cunéiforme hittite, Sétiusdé et leurs rois se sont effacés des mémoires. Quand la Bible parle des Hittites, on a longtemps pensé à de petits groupes cananéens, pas à une superpuissance disparue. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, quand on a mis au jour les ruines de Hattusa et des milliers de tablettes d'argile, que les Hittites sont revenus dans l'histoire. Le déchiffrement de leurs archives a révélé leurs lois, leurs mythes et leur rôle central dans le monde de la fin de l'âge du bronze. Pas un royaume mineur, mais un géant dont la chute a remodelé l'ancien Proche-Orient. Ce silence qu'ils ont laissé peut être leur héritage le plus glaçant. Là où d'autres civilisations ont laissé des ruines brûlées, les Hittites ont laissé du vide. Là où d'autres ont évolué ou se sont transformés, les Hittites se sont évanouis presque sans trace. Un rappel net que l'effondrement prend des formes variées, parfois dans le feu et le sang, parfois dans une lente disparition. Dans l'histoire de l'effondrement de l'âge du bronze, la chute de l'Empire hittite est l'un des chapitres les plus troublants. Leurs monuments se dressent encore sur les collines anatoliennes, leurs portes aux lions usées par les siècles, mais leurs voix ont disparu. Et dans ce silence, on entend l'avertissement que même les plus grands empires peuvent s'éteindre presque sans bruit. Les palais mycéniens en flammes, la fin de la royauté grecque. Ferme les yeux et imagine. Un palais qui luit dans la nuit, pas à cause de lampes ou de festins, mais des flammes qui dévorent murs peints et poutres en bois. L'air est épais de fumée. Le fracas des toits qui s'effondrent résonne sur les collines. Et les fiers centres de la Grèce mycénienne Pylos, Tyrinthe, Mycène sont avalés par le feu. Pour ceux qui y vivaient, ça a dû ressembler à la fin du monde. Et d'une certaine façon, c'était vrai. Ce n'était pas juste des bâtiments qui disparaissaient, c'était tout un système de pouvoir qui se défaisait, un mode de vie qui avait façonné la Grèce pendant des siècles. Les palais mycéniens étaient plus que des résidences royales. C'étaient des machines de contrôle, le cœur d'une société avancée et interconnectée. Un palais comme Pylos n'était pas seulement la maison d'un roi, le Wanax. C'était une forteresse, un trésor, un centre religieux et une administration tout en un. Des scribes remplissaient des pièces entières de tablettes d'argile en linéaire B, notant tout, comptage de moutons et de grains, stock d'armes, offrandes rituelles. Des responsables coordonnaient des routes commerciales qui reliaient l'Égée au vaste monde de l'âge du bronze. Des navires envoyaient des marchandises vers l'Égypte, Chypre, l'Anatolie, et les produits de luxe revenaient en échange. Dans l'enceinte, des prêtres organisaient les sacrifices, des artisans travaillaient dans les magasins, des soldats attendaient les ordres. De l'économie à la religion, en passant par la guerre, tout rayonnait à partir de ces centres. Quand les palais ont brûlé, ils n'ont pas seulement emporté la pierre et le bois, ils ont emporté tout le réseau d'autorité, arrachant la base même de la royauté. Ce qui rend cet effondrement si troublant, c'est son ampleur. Les incendies n'ont pas touché qu'un seul malchanceux. Partout sur le continent grec, de Pylos à l'ouest jusqu'à Thèbes à l'est, les centres palatiaux ont connu le même sort, sur une courte période. Les archéologues trouvent d'épaisses couches de cendres, des murs noircis, des plafonds effondrés sous la chaleur, mais les découvertes les plus frappantes, ce sont les tablettes d'argile elles-mêmes. D'ordinaire, ces documents séchés au soleil sont fragiles et se désagrègent vite. Quand le feu a tout pris, la chaleur extrême les a cuits comme de la poterie, figeant les mots. Grâce à cet accident tragique, on peut encore lire les derniers registres de l'administration mycénienne. Et ces textes ressemblent à des instantanés d'un monde en panique, listes de roues de chars et de pièces d'armure, notes précipitées de distribution de grains, préparatifs d'urgence pour la défense. On dirait que les scribes ont consigné les ultimes moments avant l'effondrement. Mais le grand mystère reste entier. Qui ou quoi a mis le feu au palais?
Certains historiens y voient la main d'assaillants venus de l'extérieur. Les peuples de la mer, ces groupes énigmatiques qui ont frappé l'Égypte et renversé des royaumes en Méditerranée orientale, auraient pu atteindre la Grèce. D'autres regardent vers l'intérieur. Des sujets opprimés se seraient révoltés, brûlant les centres qui régentaient leur vie. Des guerres civiles, des rivalités entre dynasties auraient pu allumer l'incendie. Et puis, il y a les séismes. La région est sur des failles actives et on sait que la terre a tremblé à cette époque. Un tremblement aurait fragilisé les structures, laissant le feu achever le travail. Au final, la cause n'était peu. Être pas une seule catastrophe, mais une convergence. Chocs environnementaux, troubles sociaux, attaques extérieures, tous additionnant. Quoi qu'il en soit, les conséquences ont été terribles. Le roi mycénien, le Wanax, n'était pas un chef nomade qu'on déplace. Son pouvoir était indissociable des murs du palais, des greniers pleins, des ateliers d'artisans, des scribes qui tenaient la main mise sur terre et travail. Quand tout ça a brûlé, l'autorité du roi s'est évanouie. L'idée même d'une royauté centralisée en Grèce s'est effondrée avec les palais. Sans leur cœur administratif, les royaumes se sont morcelés. L'écriture a disparu parce que le linéaire B était un outil palatial inutile hors de ce cadre. Le grand commerce au loin s'est tari, coupant l'accès aux métaux et au luxe. Ce qui a suivi, c'est l'âge obscur grec, une période que l'on retient surtout pour son silence, pas de grands palais, pas d'écrits, pas de vastes royaumes. Et pourtant, même dans cette obscurité, quelque chose de neuf a pris forme. Sans palais, les communautés locales sont devenues plus autonomes. Des villages se sont organisés autour des liens de parenté et de l'agriculture, plus petits, moins hiérarchisés, mais plus résistants aux chocs. La tradition orale a pris le relais là où l'écriture avait disparu. Les récits de rois, de guerres, d'exploits héroïques se sont transmis de génération en génération, devenant peu à peu mythes et épopées. Des siècles plus tard, quand des poètes ont chanté Achille et Agamemnon, Troie en flammes et un âge d'or révolu, il faisait peu être écho à la mémoire du monde palatial, jadis dominant, puis parti en cendres. La destruction n'a pas effacé l'héritage des palais, elle l'a transformé en légende. La nuit où les palais ont brûlé, ce n'était pas juste des lueurs à l'horizon, c'était la fin d'une royauté grecque vieille de siècles. Une façon de gouverner, d'organiser, de se connecter au monde s'est écroulée dans les flammes. À sa place est venu un mode de vie plus lent, incertain mais aussi les germes d'autre chose. Des sociétés qui, des générations plus tard, poseront les bases des cités. État de la Grèce classique. La chute du Wanax n'a pas mis fin à l'histoire grecque. Elle a clos un chapitre extraordinaire et ouvert timidement le suivant. Le fer émerge. Un nouveau métal pour une nouvelle ère. Imagine l'atelier d'un forgeron à l'aube d'un monde nouveau. La lueur familière du bronze en fusion éclaire la pièce, mais dans un coin, un métal plus sombre, plus dur est martelé. Au début, il est grossier et fragile, bien loin de la fiabilité du bronze utilisé depuis des siècles. Mais peu à peu, on comprend que ce métal étrange, le fer, va tout changer. Ce n'était pas seulement un nouvel outil, c'était la naissance d'un nouvel âge. Pendant des siècles, le bronze avait été la colonne vertébrale de la civilisation. Mélange de cuivre et d'étain, il armait les guerriers, décorait les palais et remplissait les entrepôts d'outils et d'objets précieux. Mais il y avait un gros problème, l'étain. Contrairement au cuivre, l'étain était rare et devait venir de terres lointaines. Quand les grandes routes commerciales s'effondrèrent à la fin de l'âge du bronze, le bronze lui-même devint plus difficile à fabriquer. Soudain, les empires qui dépendaient d'armes et d'outils en bronze se retrouvèrent vulnérables. C'est là que le fer entra en scène. Contrairement à l'étain, il était partout dans les sols, les collines rocheuses, accessible sans avoir besoin de routes commerciales lointaines. Le défi, c'était d'apprendre à le travailler. Les premières tentatives échouaient souvent. Le métal se fissurait, résistait au façonnage ou s'émoussait trop vite. Mais à force d'essais, les forgerons découvrirent qu'en le chauffant plus fort que le bronze et en le martelant plus longtemps, ils pouvaient forger des lames plus dures et plus tranchantes que tout ce qu'on avait connu avant. Une fois ce secret partagé, le monde ne fit plus marche arrière.
le moment est frappant. Tandis que de grands royaumes comme les Hittites et Mycènes s'écroulaient, de plus petits groupes saisirent ce savoir et le diffusèrent. Certains disent même que les Hittites furent parmi les premiers à maîtriser le fer et qu'à la chute de leur empire, leurs forgerons emportèrent ce savoir ailleurs. Réfugiés et pillards les mêmes qui redessinaient la carte, transportaient, peut être aussi ce secret. Voilà l'ironie de l'effondrement. Pendant que les empires tombaient, l'innovation voyageait. Le fer n'a pas rendu la vie plus facile immédiatement. Les premiers outils restaient rudimentaires, et pendant longtemps, le bronze demeura le métal de luxe des rois. Mais peu à peu, le fer arriva jusqu'au village, donnant des armes aux paysans et aux petits chefs qui n'auraient jamais pu s'offrir du bronze. Ce changement brisa le monopole du pouvoir détenu par les grands palais. Pensy. Un fermier avec une charrue en fer ou un guerrier avec une lance en fer n'avait plus besoin du commerce du bronze. L'ordre social basculait des palais vers les villages, un point sur lequel on reviendra plus tard. À long terme, le fer devint un égalisateur. Il donna de la force à des peuples montants comme les Araméens et les Phéniciens, et il se retrouve jusque dans les légendes de la Bible hébraïque et des épopées homériques. Ce qui avait commencé comme un métal capricieux devint la base d'armées, de villes et de royaumes pendant les 1000 années suivantes. L'âge du bronze s'était terminé dans le feu et le silence, mais de ses cendres jaillit un nouvel éclat. Le fer n'était pas seulement plus solide, il était plus accessible, redistribuant le pouvoir du sommet des empires aux mains du peuple. Une nouvelle ère venait vraiment de commencer. L'alphabétisation oubliée, la disparition des écritures. Imagine que tu te réveilles un jour pour découvrir que l'écriture, ce qui sert à enregistrer lois, échanges, histoires, même ton propre nom a disparu. Non pas parce que les gens ont oublié comment parler, mais parce que les systèmes qui enseignaient, protégeaient et transmettaient l'écriture se sont effondrés. C'est ce qui est arrivé après l'âge du bronze. Des écritures entières qui guidaient les empires se sont éteintes, laissant les générations suivantes incapables de lire ce que leurs ancêtres avaient gravé, pressé ou peint. La fin de l'âge du bronze était un temps de scribes. En Grèce mycénienne, ils gravaient des rangées soignées de symboles du linéaire B dans l'argile humide, notant chaque boisseau de grain, chaque pièce d'armement. À Ougarit, un alphabet, l'un des tout premiers de l'histoire, servait pour écrire lettres, contrats, même des hymnes aux dieux. L'Égypte et Babylone avaient leurs propres écritures, soutenues par des siècles de tradition. L'écriture était partout, mais voici le paradoxe. Elle n'était pas répandue parmi le peuple. Elle restait concentrée dans les palais et les temples, entre les mains de spécialistes chargés de faire tourner la machine administrative. Alors que se passe-t-il quand ces palais et temples brûlent? À Pylos et Mycène, le feu qui a consumé les archives en linéaire B n'a pas seulement détruit des registres, il a anéanti les écoles qui formaient les scribes. Sans autorité centrale pour exiger des comptes écrits, la compétence de l'écriture n'a plus été transmise. En une ou deux générations, le savoir était perdu. Le linéaire B a disparu et la Grèce est entrée dans des siècles où la mémoire ne se portait que par la parole. C'est pour cela que plus tard, les mythes comme les récits d'Homère sur Troie et les héros ont survécu dans le chant et l'histoire orale, pas dans l'encre. Ce n'étaient que des échos d'un monde qui avait oublié comment l'écrire. Ougarit raconte une histoire encore plus poignante. Les archéologues y ont découvert des bibliothèques entières de tablettes d'argile lettres, traités, poèmes épiques, toutes laissées derrière quand la ville a chuté. Parmi elles, des textes dans cet alphabet ancien, une invention brillante qui aurait pu transformer la communication dans toute la région. Mais avec la destruction d'Ougarit, le système est mort avec elle, ne laissant que des fragments aux chercheurs d'aujourd'hui. Un rappel de la fragilité des découvertes quand les sociétés qui les portent s'écroulent. Même en Égypte et à Babylone, où l'écriture a survécu, la perte des réseaux internationaux a réduit les échanges de lettres et de savoirs. La grande correspondance de style amarnien entre rois s'est tarie. La toile d'or, qui liait autrefois la région par le commerce et les tablettes, s'est déchirée, emportant avec elle une culture partagée de l'écriture. La disparition de l'écriture ne signifiait pas le silence, mais la transformation. Généalogie, batailles, légendes étaient récitées par des poètes, apprises par cœur et transmises jusqu'à ce que, des siècles plus tard, de nouvelles écritures apparaissent pour les fixer à nouveau. Quand les Grecs ont enfin développé leur alphabet, inspirés par les marchands phéniciens, ils ont commencé à écrire des récits qui n'avaient vécu jusque-là que dans la mémoire.
Les épopées d'Homère, façonnées dans l'âge de l'oubli de l'écriture, sont devenues le pont vers un monde redevenu lettré. Alors, quand on regarde aujourd'hui ces symboles illisibles, le linéaire B avant son déchiffrement, les lettres ougaritiques figées dans l'argile, on contemple des voix coupées en plein milieu de leurs phrases. L'âge du bronze n'a pas seulement perdu des villes et des rois, il a perdu ses mots, et avec eux le fil qui liait le savoir d'une génération à la suivante. L'âge de la tradition orale. Homère et les échos de la mémoire ferment les yeux et imaginent un feu qui crépite dans la nuit. Autour, des villageois. Leurs chants sont calmes, les palais ont disparu, la vie est redevenue simple. Dans le cercle, un poète se met à chanter. Sa voix déroule des noms de héros, des batailles, des voyages sur des mers couleur de vin. Il ne lit pas, il n'y a plus de pages. Il chante par cœur, tissant les morceaux d'un âge perdu en paroles vivantes. C'est comme ça que l'histoire a survécu quand l'écriture a disparu, grâce au fil, fragile mais puissant, de la tradition orale. Après l'effondrement de l'âge du bronze, les systèmes d'écriture ont disparu dans une grande partie du monde égéen. Les grands palais de Mycène et de Pylos, autrefois pleins de scribes et de tablettes, se sont réduits en cendres. Sans écriture, plus de liste de rois ni de règnes. Mais les histoires, elles, s'accrochent. Elles survivent dans les voix des chanteurs, transmises de génération en génération. Ce qui était de la bureaucratie est devenu un spectacle vivant, l'histoire s'est faite poésie. Homère, bien qu'il vive des siècles plus tard, est le grand héritier de cette tradition. L'Iliade et l'Odyssée ne sont pas de simples récits, ce sont des échos. Ils gardent la mémoire des guerriers mycéniens, de villes comme Troie, de bateaux qui lèvent l'ancre à travers l'Égée. Les détails ont pu se brouiller, les dieux ont pris la place de la politique, des monstres celles d'ennemis bien réels, mais sous le mythe bat le souvenir d'un monde effondré. Quand Homère chante des héros en bronze, il regarde déjà en arrière vers un âge des métaux disparus, maintenant en vie une mémoire que son public ne voyait plus. Ce qui fascine avec la tradition orale, c'est sa souplesse. Chaque aide adapte l'histoire au moment, amplifier la gloire d'un héros, adoucir un drame, glisser une fierté locale. Aucune performance n'est jamais exactement la même, et pourtant, le noyau tient. Par le rythme, les formules, les répétitions, l'essence du récit reste intacte. En un sens, la tradition orale est à la fois fragile et incassable. Fragile parce que la mémoire déforme, incassable parce que la communauté répète jusqu'à ce que l'histoire fasse partie de son identité. Ce n'était pas propre à la Grèce. En Canaan, en Israël, dans les collines et les villages nés après l'effondrement, d'autres traditions ont germé. Certaines seront plus tard mises par écrit dans la Bible hébraïque, portant de lointaines ombres de la même époque troublée. Ailleurs, Phéniciens et Araméens, surgis des ruines, ont porté leurs propres mythes et épopées. Tout cela rappelle que l'écriture peut disparaître, mais la mémoire trouve un autre chemin. Alors, les chants d'Homère sont plus que de la poésie. Ce sont des machines à remonter le temps. Grâce à eux, on entrevoit l'écho de palais déjà brûlés, de guerres déjà livrées, de héros déjà enterrés. Dans le silence laissé par les empires tombés, ce sont des voix humaines qui ont porté l'histoire plus loin. Autour de ces feux, à travers ces chansons, l'effondrement de l'âge du bronze ne s'est pas éteint, il a chuchoté sa mémoire à l'âge suivant. Le déclin de l'Égypte, des pharaons à la fragmentation. Le passage de l'Égypte du temps des grands pharaons au long siècle de fragmentation est l'un des chapitres les plus parlants de l'effondrement de l'âge du bronze. Même l'empire le plus durable n'a pas échappé aux forces qui ont fait tomber ses voisins. Pendant plus de 1000 ans, l'Égypte a été un pilier du monde ancien. Le fleuve nourrissait des foules, l'armée marchait au loin, les rois gravaient leur nom dans la pierre pour l'éternité. Quand l'âge du bronze s'est défait, l'Égypte n'a pas disparu d'un coup comme Hatti ou les Mycéniens. Les fissures se sont élargies jusqu'à ce que l'ancien système ne tienne plus. L'effondrement a été plus lent, étalé sur des générations, mais tout aussi décisif. Le règne de Ramsès II, souvent appelé Ramsès le Grand, semble encore incarner l'apogée. Sa fameuse bataille de Kadesh contre les Hittites est restée comme l'une des plus grandes batailles de chars. L'Égypte l'a présentée en triomphe, Ramsès terrassant les ennemis sur les reliefs, mais la réalité est plus nuancée.
le choc s'est achevé non par une victoire nette, mais par le tout premier traité de paix connu signe qu'on ne pouvait plus imposer sa volonté tout seul. Le traité était malin pour survivre, mais il révélait une chose. La domination égyptienne n'était plus absolue. Ramsès a construit temples, monuments et colosses à un rythme fou. Mais ce faste a coûté très cher. Trésors et main-d'œuvre engloutis dans les chantiers et les campagnes. De l'extérieur, l'Égypte paraissait toute puissante. À l'intérieur, la tension montait. Environ un siècle plus tard, quand Ramsès III monte sur le trône, l'Égypte fait face à l'une de ses plus grandes menaces extérieures, les peuples de la mer. Ce n'étaient pas de simples pillards, mais des vagues de population en mouvement qui avaient déjà renversé des royaumes en Méditerranée orientale. La bataille du Delta devient un moment d'ultime défense. Les inscriptions de Ramsès III le montrent repoussant les envahisseurs grâce à des archers disciplinés et des défenses fluviales. Mais ces reliefs montrent aussi des femmes, des enfants, des chariots chargés d'affaires. Pas seulement une armée, mais des populations déplacées. La victoire égyptienne est pyrrhique. Les envahisseurs sont repoussés, mais le royaume est saigné. On réduit les rations de grains, la famine rôde dans la vallée du Nil. Des documents de cour racontent que des ouvriers des grands temples funéraires se mettent en grève, la première grève attestée de l'histoire faute d'être payés en pain et en bière. Ça dit tout de la profondeur de la crise. Pendant que l'Égypte se bat pour survivre, le grand système d'échange qui nourrissait le monde de l'âge du bronze s'écroule. L'Égypte importait beaucoup. Cèdre du Liban pour bateaux et temples, cuivre et étain pour forger le bronze, et des luxes exotiques pour entretenir le prestige des élites. Quand les partenaires commerciaux tombent les uns après les autres, ces biens vitaux cessent d'arriver. Sans bois, plus de flottes entretenues. Sans étain, la production d'armes en bronze s'étiole. Même les marchés de luxe se taisent, privant temples et palais de richesses auxquels ils s'étaient habitués. Ce qui était une économie interconnectée se rétrécit en économie locale fragmentée. À l'intérieur, l'équilibre des pouvoirs bascule. Les temples ont toujours été centraux, mais leur rôle devient encore plus massif. Les prêtres d'Amon à Thèbes contrôlent d'immenses domaines, de vastes terres agricoles, et peuvent mobiliser des richesses à rivaliser avec le roi. Des pharaons affaiblis par les menaces extérieures et les caisses vides dépendent de plus en plus du réseau des temples. Peu à peu, la dépendance tourne à la rivalité. Dès l'XIe siècle avant Jésus-Christ, les prêtres d'Amon se comportent presque en rois. Ils entretiennent leurs propres troupes, bâtissent leurs monuments et rallient à eux la moitié sud du pays. L'Égypte, jadis unifiée par son fleuve, voit le Nil devenir une ligne de fracture. Le nord et le sud fonctionnent presque comme deux États. Des pharaons règnent dans le delta. Des grands prêtres revendiquent l'autorité en haute. Égypte. Cette fragmentation, jamais vraiment guérie, ouvre ce qu'on appelle la troisième période intermédiaire. Ce n'est pas une chute totale, mais une faiblesse chronique, où chefs locaux, mercenaires étrangers et puissances voisines profitent des divisions. Des chefs libyens s'installent dans le delta et finissent par fonder leur dynastie. Plus tard, des rois nubiens s'avancent du sud, prennent le trône et règnent en pharaon tout en restant étrangers au vieux cœur du pays. Même l'Assyrie, lointaine, enverra ses armées. L'idée d'une monarchie égyptienne continue, divine et incontestée, est brisée. Ce que raconte l'Égypte dans cet effondrement, c'est à la fois la résistance et le déclin. Contrairement aux Hittites, dont l'empire disparaît, ou aux Mycéniens, dont les palais brûlent en ne laissant que des ruines, l'Égypte tient. Ces monuments dominent encore le désert, ces scribes écrivent toujours, ces traditions se poursuivent, mais cette survie n'a plus la même aura. Au lieu de dominer la moitié du monde connu, l'Égypte devient un royaume parmi d'autres, parfois prospère, souvent morcelé, régulièrement envahi. Son prestige d'éternité et d'invincibilité est perdu. Et pourtant, même amoindrie, l'Égypte projette une longue ombre sur l'histoire. Les générations suivantes grecs, romains, auteurs bibliques regardent ces temples colossaux et ces légendes anciennes avec stupeur. Les récits de pharaons, tyrans ou protecteurs entrent dans le mythe et l'écriture. Affaiblis,
l'Égypte reste un symbole d'antiquité, la preuve qu'une puissance peut décliner et laisser malgré tout des échos qui forment l'avenir. L'effondrement de l'âge du bronze n'a pas effacé l'Égypte, il l'a transformée. Ce qui était une monarchie centrale et divine devient une terre disputée par prêtres, généraux et souverains venus d'ailleurs. Le fleuve coule toujours, on cultive toujours, on vénère toujours les dieux, mais le vieux monde des pharaons tout-puissants, lui, est bien révolu. La longue ombre dans la Bible hébraïque et les anciens mythes imaginent une histoire racontée à la lueur d'un feu. Le conteur parle de villes détruites, de peuples errants, de batailles contre des géants et de mers engloutissant des armées entières. Tu ne t'en rends pas compte au début, mais ce ne sont pas que des histoires, ce sont des échos d'un temps ancien, des souvenirs de l'effondrement de l'âge du bronze tissé dans les mythes et les écritures. Les ruines de ce monde disparu ne se sont pas seulement changées en poussière, elles ont projeté une longue ombre jusque dans la Bible hébraïque et les grands mythes grecs et au-delà. Prends les Philistins par exemple. Ils apparaissent dans la Bible hébraïque comme des ennemis acharnés des Israélites, affrontant des figures comme Samson et Goliath. Beaucoup de chercheurs les relient au peuple de la mer, ces mystérieux pillards arrivés alors que l'âge du bronze se désintégrait. Souviens-toi de ces navires à l'horizon dont on a parlé. C'est peu être ici qu'ils ont accosté, s'installant en Canaan et devenant une présence constante dans la mémoire biblique. Leur arrivée n'était pas seulement un événement historique. Elle a façonné des siècles d'histoire de conflits, d'identité et de survie. Et il n'y avait pas que. La Bible évoque souvent une terre autrefois pleine de rois puissants, de villes fortifiées et de destructions soudaines. Ces thèmes correspondent étrangement aux fouilles de lieux comme Hatzor et Lachish, prospères à l'âge du bronze avant de finir en flammes. Pour ceux qui vivaient des générations plus tard, ces ruines devaient sembler être les traces de géants, la preuve d'un monde à la fois grandiose et effrayant. La mythologie grecque raconte une histoire parallèle. L'Iliade d'Homère décrit la guerre de Troie, avec ses héros, ses dieux et sa cité tragiquement incendiée. Derrière la poésie se cache la mémoire des palais mycéniens et de leur chute brutale. L'Odyssée, elle, ressemble presque à une carte des peuples errants après l'effondrement, des marins sans port sûr, cherchant leur place dans un monde brisé. Même le mythe de l'Atlantide, avec sa civilisation engloutie par une catastrophe, résonne comme un écho du même désastre. Ce qui relie toutes ces histoires, ce n'est pas la précision des faits, mais la vérité émotionnelle. La chute des grands royaumes Hatti, Mycène, Ougarit a laissé des cicatrices que les générations suivantes ont essayé d'expliquer. Sans archives écrites, la tradition orale a pris le relais, transformant les souvenirs en légendes. C'est pourquoi la Bible parle de conquêtes et d'alliances, pourquoi Homère chante la colère et la ruine, pourquoi d'autres mythes évoquent des déluges et des incendies. Tous sont des tentatives pour donner du sens à un monde autrefois doré et soudainement réduit au silence. Étrange, n'est-ce pas? Un tesson noirci d'Ougarit, un mur brisé à Mycène, un verset du livre des Juges, une ligne de l'Iliade, autant de fragments de la même ombre projetés à travers les siècles. L'effondrement de l'âge du bronze n'a pas seulement marqué la fin des royaumes. Il a donné naissance à des récits parmi les plus puissants jamais racontés, qui façonnent encore aujourd'hui notre manière d'imaginer les héros, les ennemis et la lutte pour survivre dans un monde qui peut basculer du jour au lendemain. Des palais au village, un nouvel ordre social. Ferme les yeux et imagine marcher dans un grand palais de l'âge du bronze. Les murs s'élèvent au-dessus de toi, peints de scènes de rois et de dieux. Les réserves débordent de grains, d'huile et de vin. Des scribes, assis en tailleur, notent le flux de cuivre et d'étain qui nourrit armées et artisans. Maintenant, imagine revenir au même endroit un siècle plus tard. Le palais est une ruine noire. Les réserves sont vides. À la place des rois, il y a des paysans et des bergers vivant dans de simples huttes, leur vie plus petite, plus silencieuse et bien plus locale. Voilà la transformation des palais vers les villages, le basculement qui a défini le monde après l'effondrement. Pendant des siècles, tout tournait autour des palais et des temples. Ce n'était pas que des résidences royales, c'était le cœur battant des civilisations.
Les bureaucrates contrôlaient le commerce, les prêtres géraient les offrandes, et les armées obéissaient à des rois qui se disaient bénis des dieux. Mais quand les famines, les invasions et les désastres ont frappé, ces systèmes géants se sont écroulés. Sans route commerciale pour l'étain et le cuivre, sans récolte sûre, sans armée fidèle, les palais ont brûlé. Et une fois disparus, les gens ordinaires ont dû réinventer leur manière de vivre. Les villages sont devenus les nouveaux centres de survie. Les familles cultivaient ce qu'elles pouvaient sur de petites parcelles. Au lieu qu'un palais redistribue les biens à travers un empire, chaque foyer stockait son propre grain. Les outils devinrent plus simples, encore en bronze quand c'était possible, mais de plus en plus souvent en fer, ce métal nouveau qui entrait peu à peu dans le quotidien. Les décisions n'étaient plus dictées par des édits royaux, mais prises dans des conseils locaux, par des anciens ou des chefs de village. Le pouvoir ne se concentrait plus dans des salles de marbre, mais se dispersait autour de multiples foyers. Ce nouvel ordre n'était pas seulement pratique, il était culturel. Avec la disparition de l'écriture, la mémoire passa des archives aux histoires racontées autour du feu. Souviens-toi de l'âge des traditions orales et d'Homère. C'est ici que cela commence, dans ce monde plus calme où les mythes préservaient la grandeur des rois disparus. Les gens vivaient dans des huttes modestes, mais leur imagination gardait vivants les échos des héros mycéniens et des puissants seigneurs hittites. Ce changement transforma aussi les identités. Au lieu de se définir par de vastes empires, on se voyait comme membre d'un village, d'un clan, d'une tribu. C'est sur ce terreau que des groupes comme les premiers Israélites et Araméens ont pris racine. Leurs récits de survie et d'alliance, plus tard inscrits dans la Bible hébraïque, sont nés dans l'ombre des palais effondrés et dans l'intimité de la vie villageoise. Ce qui est fascinant, c'est la résilience de ce nouvel ordre. Les palais étaient fragiles, dépendant de longues chaînes d'approvisionnement et d'alliances précaires. Les villages, eux, pouvaient résister à une sécheresse ou à un raid. Moins brillants, mais plus solides. Et même si les royaumes allaient renaître des siècles plus tard, la leçon demeurait. Une civilisation pouvait survivre sans palais somptueux, tant que les gens ordinaires savaient s'adapter. Alors, quand la fumée retomba sur les ruines des forteresses mycéniennes ou des salles écroulées de Hatti, le monde ne disparut pas. Il se rétrécit, se resserra, se réorganisa. Des cendres de la grandeur naquit un nouveau rythme de vie plus petit, plus humble, mais profondément humain.